Sur le banc de la cuisine, il y avait encore des amidons chauds, sur l'étagère, des trousseaux de clés, et à côté, une liasse de lettres scellées de cire séchée. La journée s'étirait dans une brume humide et plate, et un vent salé soufflait par la fenêtre, venant de la marée. Pendant que les domestiques comptaient les sacs d'avoine, que la maîtresse de maison revoyait les dépenses pour les bougies, et que l'intendant maudissait le toit troué de la grange, le messager poussa un nouveau paquet à l'intérieur. Il ne contenait ni poème, ni déclaration d'amour. Il contenait des lignes sur la dot d'une mariée adulte, sur les chevaux pour le voyage, sur un terrain mal drainé, sur un juge qui avait promis son attention en échange de papiers en règle, sur des rumeurs à la foire qui nuisaient au crédit. C'est ça, l'intimité en temps réel, le lit comme un actif, l'amour comme la rhétorique d'un contrat, la tendresse comme un acompte de confiance et le risque d'un retard de paiement. Chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-moi pour me dire de quelle ville et de quel pays vous regardez l'émission, et si vous avez déjà rencontré une correspondance où le personnel se transformait soudainement en comptabilité et en droit. Laissez vos commentaires, votre expérience est importante. Bonne écoute. Nous analyserons des lettres familiales écrites dans l'Est de l'Angleterre au XVe siècle, où la poésie courtoise fait place à une réalité prosaïque, le mariage comme contrat, le lit comme gage, l'honneur comme évaluation des actifs et les rumeurs comme menace de liquidité. Cette histoire se déroule sur fond de guerre pour la couronne, alors que les noms d'Henri et d'Édouard, des Lancastre et des York, étaient aussi souvent déchirés que le vent arrachait les toits. Mais les lettres ne contiennent pas de scènes héroïques. Elles relatent le travail laborieux de la cour et du marché. Une année, les parents adultes se disputent au sujet de la dot. Certains exigent qu'elle soit versée en espèces et en tissus, d'autres veulent que la terre soit enregistrée en copropriété afin que le mari ne puisse pas la mettre en gage sans le consentement de sa femme. Une autre saison, les charrettes s'enlisent dans la boue du Norfolk et une lettre informe que les transporteurs de coffres ont un jour de retard, ce qui oblige le fiancé à passer la nuit à l'auberge, ce qui signifie des pièces supplémentaires et des langues supplémentaires. Par lit, on n'entend pas ici une relation amoureuse, mais un endroit dans la maison où sera placé le coffre contenant le linge, où sera conservée la clé du coffre, et où, le matin, on vérifiera si les seaux des sacs sont intacts. Le réalisme est tel que chaque formule affectueuse se transforme en une question. Qui détient le document? Qui paie l'avance? Qui se portera garant auprès du voisin usurier? Le mythe de la poésie pure, de l'amour médiéval, se brise sur ces liasses. Là où l'on s'attend à une sérénade, on trouve l'inventaire de l'argenterie, rédigé en mots et réduit à un nombre de poinçons et de cuillères. Là où l'on s'attend à un duel par jalousie, on trouve une dispute ennuyeuse sur le droit d'héritage. Faut-il considérer la nièce comme adulte pour conclure un contrat de manière indépendante? Faut-il reconnaître le mariage comme valide, selon le canon, si le tribunal ecclésiastique n'a pas encore tranché la question des degrés de parenté interdits? Le mari peut-il disposer des terres reçues en partage commun ou est-il tenu de les conserver comme part de la femme en cas de veuvage? Les mots « honneur » et « lit » sont synonymes de solvabilité. Si les époux se disputent, les voisins cessent de leur prêter de l'argent. Si le honneur est entaché par une rumeur, la guilde ne se portera pas garante des reconnaissances de dettes. Les lettres le confirment littéralement. Une personne de mauvaise réputation emprunte plus cher, une maison sans lit paisible se remplit d'invités occasionnels, coûteux au lieu de partenaires avantageux. L'intrigue avance ici au rythme des envois postaux. L'expéditeur prévient que l'acte de vente d'une bande de terre près du ruisseau du Moulin n'est pas finalisé. L'ancien propriétaire, un homme mûr ayant l'habitude de jouer la montre, fait traîner les choses car il s'attend à de meilleurs prix pour le grain au printemps. Les proches conseillent de suivre deux voies,
saisir le tribunal ecclésiastique pour faire respecter le serment de mariage et le greffe pour garantir la part de la femme grâce à un ius, un système qui permet de confier la terre à des mandataires afin de la protéger des dettes du mari. En réponse, ils apprennent que le chancelier est occupé par la guerre au Conseil et que le tribunal ecclésiastique traîne les pieds. Les saints ont besoin d'argent pour l'enquête et d'un clerc pour retranscrire les témoignages. Le papier exige du papier et la famille apprend à jouer avec le temps. Écrire à différentes instances et garder des témoins à disposition, préférant non pas l'éloquence, mais les personnes âgées qui se souviennent des frontières et des bornes. Le premier tournant naît du mot « honneur ». Dans les lettres, il sonne sec et douloureux. Dans un message, un parent adulte explique que l'honneur ne se trouve pas dans les vers, mais dans le droit à l'héritage. Si le mari parvient à déclarer sa femme désobéissante ou dit mauvaise gestionnaire du foyer, il peut retarder la formalisation de la dot et bloquer temporairement l'accès au coffre. Il ne s'agit pas ici d'une leçon de morale, mais d'une tentative de gagner du temps face aux créanciers dont les délais expirent. Sur une autre page, l'honneur signifie l'acceptabilité d'un allié. S'il fait l'objet de rumeurs, en raison de ses nuits passées à l'extérieur et de sa mauvaise réputation, la transaction sera assortie de garanties supplémentaires et il ne sera pas engagé au bureau du shérif. Le lit lui-même, en tant que lieu dans la maison, est enregistré par les locataires, la gouvernante, la concierge et les listes de linge. Sa tranquillité est un indicateur de la solvabilité de la maison. Toute querelle nocturne se transforme instantanément en intérêt journalier sur la dette. Le deuxième tournant est lié aux rumeurs. La correspondance montre comment les paroles prononcées à la foire se transforment en chiffres dans le livre du prêteur sur gage. Un conflit conjugal entre adultes se répand dans les boutiques plus vite qu'un charrette. Et dès la semaine suivante, les intérêts sur l'ancien prêt augmentent. Ils prêtent plus cher, exigent un garant, repoussent les délais. Le rejet des ragots chez Paston n'est pas une question d'esthétique, mais d'économie. Ils calculent à qui demander une lettre de recommandation, à qui s'adresser pour obtenir une garantie, qui faire témoigner lors d'un futur procès. Les lettres révèlent également un côté plus sombre. Sous le bruit de la guerre, les titres et les fonctions changent de main, et ceux qui réussissent à changer de camp ont accès au juge. Le honneur d'une famille étrangère devient alors un levier. À travers des rumeurs et le déclin moral, l'adversaire sème le doute dans le bureau sur la légalité de la transaction et la retarde jusqu'à la récolte, lorsque la terre prendra de la valeur. Cet abus de pouvoir, en tant que fait social sans détail, touche les femmes et les hommes de la même manière. Ceux qui ont moins de protecteurs en souffrent. Le troisième tournant concerne le lit en tant qu'économie. Les lettres racontent comment la maison se construit ou s'effondre à cause du corps, mais pas dans un sens romantique. Les femmes adultes tombent malades après l'accouchement. Les hommes souffrent de la goutte. Les serviteurs toussent à cause de la paille humide. À chaque saison, les frais médicaux, les bougies et le transport du bois de chauffage bouleversent le plan de remboursement. Le lit est un gage de continuité. Si la maîtresse de maison est faible, sa sœur ou sa tante s'occupe d'elle. Si le mari est alité, l'intendant tient un journal des travaux. S'il n'y a pas de calme et de lit chaud dans la maison, les gens partent vers d'autres services et la ferme subit des pertes. L'amour dans ces lettres n'est pas une chanson, mais une volonté d'accepter les épreuves, supporter l'hiver dans les courants d'air, rester loin du marché, supporter les visites de l'huissier de justice sans gaspiller le reste du crédit. Les lettres ne se plaignent pas, elles comptent. Combien de jours la chaleur a tenu, combien de bougies ont été consumées pour veiller au chevet du lit, combien de laine a fallu vendre pour payer le clerc. Entre les lignes, il y a une autre dimension, le droit. Le mariage et le lit dans l'Angleterre du XVe siècle sont un réseau de juridictions. Le droit canonique
détermine si le mariage est valide et s'il peut être dissous. Les coutumes du comté dictent l'ordre de succession. Le chancelier tranche les litiges relatifs à l'usage, permettant de protéger les biens de la femme. Les chambres de droit commun sont responsables de la propriété et des violations de la paix. Dans les lettres, cela ressemble à un carnet d'itinéraire. À quel tribunal s'adresser en premier? À qui demander une main forte pour accélérer les choses? Quel juge est favorable aux marchands et quel juge est favorable aux lords? Et là encore, l'intimité n'est pas un baiser, mais un lien contractuel. Le lit donne droit à une part, mais cette part est scellée par des cachets. Le mythe s'oppose aux documents dans les scènes les plus simples. Dans une enveloppe, on trouve une liste minutieuse des tissus et du linge dus à l'épouse en vertu du contrat de mariage, avec une note précisant que le coffre doit se trouver dans une pièce dont la porte se verrouille à clé et que la clé est détenue par l'épouse elle-même. Dans un autre, on trouve un détail amusant. Une dispute au sujet d'un comportement inconvenant se transforme en dispute au sujet du droit d'assister à l'inventaire de la grange. Le mot « honte » est utilisé comme prétexte pour écarter la maîtresse de maison des affaires et la priver temporairement de son influence sur le flux de céréales. Dans le troisième, le vieil homme témoin décrit la limite comme une rangée de chaînes et une pierre retournée. Cela détermine qui sera reconnu comme voisin respectable et à qui sera confiée la garde des titres de propriété. La poésie, si elle apparaît, c'est comme un rituel de politesse pour que la lettre arrive à destination. Quelques lignes douces au début et à la fin, puis une succession de dettes, de délais, de cachets. Le amour, ici, c'est la responsabilité des risques communs. Lorsque le mot « honneur » apparaît dans les lettres, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, mais d'un grave conflit concernant les droits sur la maison, la rente et l'héritage. Les hommes adultes de la famille tentent de s'appuyer sur d'anciens registres de propriété, mais chaque hiver efface les frontières et la mémoire. Une lettre de Norfolk rapporte que le fossé qui délimite les terres est recouvert de limon, que les bornes en pierre sont envahies par le lierre, que les chênes ont été renversés par le vent, et que le voisin a déclaré que sa bande de terre arable s'étendait plus loin encore du temps de ses grands-pères. Derrière l'expression « atteinte à l'honneur de la famille » se cache une tactique de pression. Si la famille reconnaît que la limite voisine est contestable, les arguments en faveur du droit des enfants à cette terre s'effondreront. Dans la correspondance, cela se transforme en un plan. Convoquer des témoins adultes qui se souviennent des anciennes promenades le long des limites, envoyer un clerc compétent au bureau avec une demande de protection de la propriété, charger le gestionnaire de recueillir les témoignages des habitants du village sur qui a payé la redevance, quand et pour quelle parcelle. Dans un tel contexte, l'honneur n'est pas un sentiment, mais la fiabilité du titre. Si celui-ci est remis en cause, la dot de la femme se dissoudra dans les revendications d'autrui et le mariage perdra son sens de garantie. La famille calcule les options de la politique matrimoniale aussi froidement qu'un marchand compte ses tonneaux. Dans leurs lettres, les femmes adultes ne se taisent pas. Elles exigent directement la restitution du linge et de l'argenterie due en vertu du contrat de mariage, rappellent les clés, les coffres et le lieu de stockage des documents, réprimandent les retards dans le transport des tissus et l'embauche de serviteurs qui gardent mal la grange la nuit. Elles notent que les maladies et les accouchements perturbent le calendrier, mais que les obligations doivent être respectées et que le trésor doit être renfloué. Il n'y a aucune honte dans ces lignes, au contraire, il s'agit d'une gestion directe des risques. Si la maîtresse de maison s'affaiblit, les ordres sont transmis à la parente la plus âgée. Si le mari est absent, les clés sont remises contre récépissé à un intendant adulte. Si les domestiques ont commis une faute, ils sont remplacés avant la foire, car les usuriers viennent à la foire et vérifient si la maison est tenue sans scandale. Les gentilles exagérations dans les lettres
ne sont que du lubrifiant pour une armature lourde. En haut, une formule bienveillante, puis une série de points où chacun concerne l'argent, la réputation et le tribunal. Comme dans tout environnement commercial, les rumeurs se propagent plus vite qu'une calèche. Il suffit de mentionner une dispute conjugale dans une taverne pour que, à la fin de la semaine, le comptable augmente le taux d'intérêt d'un ancien prêt. Dans les lettres, cela se traduit par des points inquiétants. Une lettre de recommandation d'un voisin, influent est requise. Sinon, le créancier exigera un garant. Il faut envoyer d'urgence un avocat compétent au juge de paix, sinon l'adversaire déposera une requête pour gestion déraisonnable de la maison et obtiendra un inventaire des biens avant le règlement du litige. Il faut convoquer des témoins adultes au greffe, sinon l'affaire sera éclipsée par des litiges plus retentissants. Il n'y a pas ici de ragots anodins. Chacun se traduit par une ligne de dépenses. La correspondance raconte comment la famille apprend à colmater les brèches à coups de rapiessage administratif. Lettres au shérif, notes au tinker pour réparer le toit avant les pluies, accords avec le meunier pour moudre sans faire la queue, afin d'éviter que des gens mécontents ne s'accumulent devant la porte. En arrière-plan, un bruit plus important résonne, la guerre pour la couronne. Certaines années, la cour prend le parti d'un roi, d'autres, celui d'un autre, et chaque revirement menace de remettre en cause le patronage. Pour la famille, c'est comme une fièvre. Les juges changent, les bénéficiaires changent de livret, les anciens protecteurs disparaissent, et la lettre indique sans pathos qu'il faudra apporter un cadeau à la nouvelle chancellerie, sinon l'ancien processus s'arrêtera. Ici, le pouvoir abuse de son autorité, comme seul le pouvoir sait le faire, et les lettres y répondent par des techniques de survie. Envoyer un messager avec des copies de tous les documents afin que la chancellerie ne puisse pas perdre le dossier. Garder à la porte des témoins adultes, prêts à se présenter sur simple appel. Payer à l'avance le copiste afin que la requête ne soit pas retardée jusqu'à la moisson. Les chaînes de petits paiements remplacent la grande clémence. Lorsque le destin du pouvoir suprême vacille, ceux qui savent garder les papiers avec eux survivent. Le domaine le plus douloureux est celui du mariage et de l'héritage. Dans la correspondance, cela s'étale sur des années. Les fils adultes tentent de faire valoir leurs droits sur les terres reçues d'un parent sans enfant. Sur la même page, les filles adultes réclament le paiement de leur dot et une part de la pension de veuvage. En bas de la page, une feuille est épinglée avec le relevé des frais de justice, de bougie et de voyage. Chaque retard dans le versement de la dot influe sur le choix des prétendants. Ceux qui ont mauvaise réputation recevront une somme moins importante et devront accepter davantage de conditions jusqu'à l'use, où la terre est enregistrée au nom de personnes de confiance afin qu'elle ne puisse pas être immédiatement mise en gage pour la dette du mari. Au cours d'une saison, les lettres indiquent qu'en raison d'une dispute entre les époux, les voisins ont refusé de se porter garant et qu'il a fallu faire appel à un parent éloigné moyennant une rémunération pour sa signature. Dans une autre, les créanciers, sentant la tension, ont exigé comme garantie non seulement la future récolte, mais aussi le coffre à linge comme signe matériel de la gestion du foyer. Ainsi, le lit passe de la catégorie des pièces à la catégorie des garanties. Dans le craquement des murs en hiver, on entend comment l'économie devient une éthique. Les lettres mentionnent le gel qui brise les mains des serviteurs, le sol en paille humide qui provoque des maux de dos chez les femmes adultes et le rhume interminable qui entraîne des dépenses en tissu et en cire. La ligne supérieure reste inchangée. Malgré la douleur, les obligations doivent être remplies. La maîtresse de maison énumère les jours fériés où il est interdit de travailler et ceux où cela est possible, et les paiements s'inscrivent dans ce calendrier. Dans une lettre traitant d'un simple choix quotidien, réparer le toit ou envoyer un cadeau au clerc, il est décidé si la transaction aura lieu ou non. Cette sombre arithmétique
prive le langage de ses nuances roses. L'amour a sa place, où il se mesure à la fidélité à de minuscules obligations. Mettre un bol d'eau chaude près du lit du conjoint malade, même si demain, il faut se rendre au bureau. Retirer ses bijoux pour payer les arriérés de salaire au greffier. Préserver la dignité de la maison en renonçant au scandale nocturne, alors que le service du voisin est déjà à la porte. Peu à peu, la correspondance établit des normes qui seront plus tard qualifiées de modernisation de l'esprit, comptabilisation des dettes et des obligations, confirmation écrite des accords, formalisation des témoins, séparation entre état et preuve. Dans ce monde, tout repose sur le fait que le juridique et l'économique sont indissociables. L'amour n'est pas ici un contrepoids, mais un carburant. Là où les conjoints adultes se disputent, mais continuent à répondre ensemble des tribunaux et des récoltes, la maison entre dans l'hiver avec moins de pertes. Là où une liaison vient bouleverser les calculs, la lettre du printemps comporte des lignes supplémentaires de dépenses et celle de l'été, des demandes de prêts pour sauver l'honneur. Les documents dans les boîtes près de l'escalier deviennent la véritable chambre à coucher de ce mariage. C'est là que sont conservées les clés d'un avenir qui a survécu. À la croisée des litiges judiciaires et économiques, une figure de compromis émerge, détestée des poètes, mais chère à l'administration. Les lettres indiquent qu'après des mois de plaintes mutuelles, les parties ont échangé leurs obligations. Le droit de l'épouse adulte à une partie de la rente est reconnu dans un document séparé. Le mari renonce à vendre seul la parcelle litigieuse. Les parents s'engagent par écrit à payer les tissus et la vaisselle avant l'automne, et en échange, la famille cesse de faire du bruit à la foire et tient les serviteurs en bride. L'accord semble ennuyeux, mais il ramène le calme dans la maison, où l'on peut enfin dormir sans craindre un inventaire nocturne. C'est là que se manifeste le nerf principal du mythe et du document. La légende attend la victoire des sentiments sur le calcul, tandis que la lettre, qui sent la fumée et l'humidité, montre autre chose. Ce n'est pas le pathos qui sauve, mais la régularité des paiements et des lettres. Et tout cela sous le bruit sourd de la guerre pour le pouvoir, qui attire de temps en temps dans le comté des hommes armés et de nouveaux fonctionnaires. Les lettres le mentionnent brièvement. Il faut mettre le bétail à l'abri, fermer les granges, garder à portée de main des copies des titres de propriété, car des étrangers à cheval peuvent facilement confondre une propriété privée avec une propriété litigieuse. Ici, l'abus de pouvoir est consigné avec retenue, mais les conséquences sont directes. Dépenses supplémentaires, peur, perte de compréhension de la part des créanciers. Dans un tel contexte, les gestes d'amour les plus forts ne sont pas les mots, mais la volonté de faire face ensemble, de ne pas exposer la maison aux rumeurs et de ne pas gaspiller les sous. La correspondance familiale devient ainsi une radiographie du XVe siècle, l'amour comme un accord de défense commune des biens, l'argent comme le sang de la maison, le lit comme le lieu de conservation des clés et des reçus, où chaque matin commence par la lecture de ce que le messager a apporté. Tant que les seaux restent secs et les clercs bien nourris, les lettres montrent comment le mot « honneur » devient définitivement synonyme de droit à la terre. Lorsque les parents adultes invoquent l'atteinte à l'honneur de leur épouse, cela signifie que l'adversaire tente de la faire sortir de la ligne d'héritage et d'affaiblir sa prétention à la part de veuve. Dans les fermes, les clôtures pourrissent, le grain moisit dans les granges, et les chariots partent pour le bureau avec des copies des actes de donation et des notes de propriété fiduciaire où la terre est enregistrée au nom des garants afin de la protéger des dettes du mari. Les lettres expliquent sèchement comment fonctionne ce système. Les adultes mandataires détiennent les titres à leur nom pour l'usage de leur épouse, afin que sa part ne se dissolve pas dans un procès perdu. Si le mari tente d'échanger les terres contre la dette en cours, les mandataires intentent une action en justice pour abus de confiance. Ainsi, l'intimité familiale se transforme en un réseau de nœuds juridiques
où le lit n'est pas un lieu de sentiment, mais un point d'accès aux documents et aux clés. Le contexte social devient plus difficile. La guerre pour la couronne fait monter et descendre les protecteurs, et les lettres indiquent que chaque changement politique modifie les délais au sein de la chancellerie. Un paquet informe que le juge, qui était favorable aux marchands, a été démis de ses fonctions, ce qui signifie que la demande de reconnaissance de la part matrimoniale devra être déposée depuis le début, mais avec de nouveaux frais. Une autre lettre indique que les percepteurs ont retardé la délivrance des copies, invoquant la présence d'une garnison militaire dans la ville, et qu'un adulte doit apporter le don en contournant la ville, afin que les documents ne se perdent pas dans le tumulte. Ces lignes ne témoignent pas d'une mauvaise intention, mais d'un dysfonctionnement de la machine administrative. Le pouvoir change, mais les papiers exigent de l'argent, de la patience et des personnes en bonne santé, capables de se déplacer sur des routes impraticables. Dans de telles conditions, la thèse de l'honneur est utilisée comme un coup porté à la partie la plus vulnérable de la structure, le droit de la femme à la sécurité de possession et la capacité de la famille à payer à temps. Pendant ce temps, l'écosystème du marché transforme la rumeur en prix. Il suffit que quelqu'un raconte la dispute du couple à l'auberge pour que dès le lendemain, le taux d'intérêt sur l'ancienne dette augmente chez l'usurier. Pour prolonger le prêt, on exige un garant adulte sans lien de parenté, et en son absence, on met en gage non seulement la future récolte, mais aussi le coffre à linge, afin de montrer que la maison est gérable. Les lettres répondent par des contre-mesures, une note urgente à un voisin, influent pour obtenir une lettre de recommandation, un accord avec le juge ecclésiastique pour un examen rapide de l'affaire concernant les obligations mutuelles des époux, la convocation de témoins adultes des limites foncières. On voit ici comment la vie quotidienne pousse vers le droit. Pour arrêter la hausse des taux, il faut transformer la rumeur en papier et le papier en décision, où l'honneur se mesure à l'aide de la colonne fiabilité de la propriété et le lit à l'aide de la ligne sécurité des biens. La correspondance fait également apparaître une sobriété médicale dépourvue de tout ton compatissant. Les femmes adultes tombent malades après l'accouchement, les hommes souffrent de gouttes et de contusions, les serviteurs, tous à cause de la paille humide. Chaque saison de ce type comporte un risque de défaut de paiement. Les lettres modifient à l'avance le calendrier, elles convertissent partiellement la rente en paiement en nature, conviennent du report des rendez-vous au bureau, modifient l'itinéraire des caravanes afin de profiter du dégel. Le lit est décrit comme un fonds de stabilité. Si la maîtresse de maison est alitée, une parente plus âgée prend les clés et la liste des tâches. Si le mari est cloué au lit, l'intendant obtient le droit de signer les registres de dépenses dans la limite du montant convenu. Il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une institution de continuité. Une maison sans pièces chauffées devient rapidement une maison sans crédit. Plus loin, se dévoile l'essence du revirement, l'honneur équivaut à l'héritage. L'adversaire tente de présenter la femme comme incontrôlable afin de freiner le transfert de la part et de gagner du temps pour sa propre plainte. La famille répond de manière similaire et juridique. Elle exige un inventaire des biens en présence de témoins adultes, insiste sur la participation du tribunal ecclésiastique pour confirmer le serment de mariage et la légalité de la détention conjointe, envoie à la chancellerie une demande de protection de la propriété fiduciaire par le biais de l'use, afin que tout échange ou nantissement de terre nécessite le consentement de toutes les personnes de confiance. Les lettres laissent transparaître un pragmatisme acerbe. Si la reconnaissance de la part commune est maintenue, alors l'honneur cesse d'être une métaphore attaquée et revient dans la colonne droit. Le lit redeviendra alors ce qu'il doit être selon leur conception, à savoir l'endroit où sont conservées les clés des coffres et la boîte contenant les copies des titres de propriété, et non un argument dans un différend. Dans des passages rares mais percutants,
on voit comment l'abus de pouvoir est vécu comme un fait social sans détail. Les shérifs retardent l'exécution. Les juges exigent de l'ordre dans les papiers. Les percepteurs de droit font allusion à la nécessité d'accélérer les choses. Les lettres ne se plaignent pas, elles construisent des détours. Elles font appel à de vieilles connaissances, joignent des copies identiques à différentes instances, paient le copiste à l'avance pour que la requête ne se perde pas dans l'agitation étrangère. Dans ces techniques, l'amour se manifeste comme une volonté de porter ensemble le poids d'un système lourd. Les époux adultes se partagent équitablement les difficultés, choisissant non pas une scène romantique, mais le bureau du greffier et le chemin vers le notaire. Et dans ce choix, on entend un défi silencieux au mythe de l'époque lyrique. La vérité des lettres réside dans le fait que le sentiment vit dans l'obstination à remplir de petites obligations lorsque les forces s'épuisent. Les rumeurs continuent de nuire au crédit et la famille renforce sa défense par des signes publics de contrôle. Ils transfèrent une partie de la rente sur un compte séparé au nom de la femme afin de montrer aux voisins et aux créanciers que la part est protégée et sera versée indépendamment de l'humeur du mari. Ils concluent un contrat de cautionnement avec des sceaux avec des parents afin de réduire le taux d'intérêt. Ils envoient un mandataire à la maison de la guilde qui confirme que la maison ne fait pas de scandale et fonctionne sans incident nocturne. Ces mesures sont ennuyeuses, mais le marché aime l'ennui. Plus la prévisibilité est grande, moins les frais sont élevés et moins les conversations dans les tavernes sont animées. Une lettre mentionne qu'après avoir affiché une copie de l'accord de rente sur la porte de la paroisse, le voisin a cessé de faire grand cas de l'infidélité conjugale, car le litige avait perdu toute rentabilité. Peu à peu, la feuille de route vers la conclusion se dessine. La famille comprend que les tribunaux de l'amour ne règlent ni les dettes ni les titres, ce sont les compromis scellés par des cachets qui les règlent. Les lettres consignent un échange équilibré. La femme reçoit une part de la rente inscrite par écrit, distincte des dettes de son mari. Le mari obtient le droit de mener ses activités commerciales courantes sans prétendre à son coffre. Les parents s'engagent à se porter garants à la foire et auprès de l'usurier en échange de la fin des rumeurs réciproques. Le tribunal, présidé par un fonctionnaire adulte de la couronne, préfère cette issue. Moins de procès, plus d'ordre. Et c'est dans ce couloir étroit que se retrouvent l'amour, l'argent et le lit en temps réel. Le sentiment comme une discipline lors du paiement du clerc, l'argent comme le sang de la maison, le lit comme un endroit où ranger les clés, qui est à nouveau calme et protégé par le papier. Le mythe de la poésie pure continuera à vivre dans les chansons, mais dans les lettres qui sentent la fumée et l'humidité, un autre langage a déjà pris le dessus. Là où la poésie attend un acte de jalousie, le document exige un inventaire et une signature. Là où la légende promet un amour pur, la lettre montre un accord adulte sur la protection de la part de la femme par des détenteurs fiduciaires. Là où la rumeur menace de représailles, la rente, écrite en mots, transforme l'honneur en poste budgétaire. Et dans cette lumière terne, on comprend pourquoi cette famille a conservé sa maison plus longtemps que beaucoup d'autres. Elle a choisi la forme plutôt que le pathos et a ainsi désarmé à la fois le marché et le tribunal. En hiver, lorsque les routes se transformaient en bouillie noire et que les messagers mettaient 2 jours pour parcourir une distance qui, en été, ne leur prenait qu'une demi-journée, les lettres commençaient à mentionner plus souvent la tutelle et la mise à disposition. Les parents adultes expliquaient que sans mandataire de confiance, la femme n'avait aucune chance de résister à la tempête des créanciers, surtout lorsque les hommes de la famille étaient au service d'un puissant seigneur et que le non-respect des délais devenait la norme. Grâce à cette technique de usage, la maison séparait le lit des dettes. Les coffres contenant le linge et une partie de la rente étaient enregistrés au nom des garants afin qu'ils ne puissent pas être saisis
en cas de plainte soudaine. Dans la marge d'un document, la main d'un clerc avait laissé une note indiquant que l'ancien propriétaire était décédé sans testament, ce qui signifiait que le litige concernant la part pouvait être porté devant le tribunal ecclésiastique au sujet des vœux et des promesses matrimoniaux et devant la chancellerie au sujet de la protection de la propriété en faveur de la femme. Le durcissement était sans pathos. Le chemin vers chaque tribunal coûtait des bougies, des pièces de monnaie et la santé d'un messager adulte qui toussait ensuite pendant une semaine à cause de l'humidité. Au printemps, une nouvelle forme de pression s'est répandue, le doute sur le droit de gérer le foyer. Les adversaires ont découvert qu'il était moins coûteux de s'en prendre à la femme dans les limites des convenances, une allusion à des dépenses inconsidérées, une liste de habitudes délicates qui signifiait en réalité l'achat de draps chauds après une fièvre et du bruit dans la nuit, qui se résumait à une dispute au sujet du retard de paiement d'un employé. Les lettres répondaient par des miroirs. En réponse, on envoyait des inventaires de linge, des relevés de frais médicaux, des rapports du gestionnaire sur l'état des greniers et des pots vendus pour payer le greffier. Cela semblait mesquin, mais comparé au contrat de mariage, cela devenait un bouclier. Si la maison était gérée selon les règles et que les obligations étaient remplies, l'honneur était payé par des faits et non par des mots. De cette petite défense découlait l'essentiel, la stabilité du loyer. Plus la vie conjugale était régie par des règles strictes, plus il était difficile de procéder à une confiscation sous prétexte d'ingouvernabilité. Les rumeurs continuaient de nuire à leur crédit et la famille leur tendit un piège. Chaque semaine de foire commençait par l'affichage de copies des accords sur la porte de la paroisse. Il y était indiqué que la part de la femme était séparée, que les charretiers étaient engagés pour une durée déterminée, que les granges étaient fermées à clé, que les garants avaient accepté de sceller le paiement avec leur sceau. Ces affiches ne faisaient pas taire les mauvaises langues, mais les refroidissaient par leurs calculs. Dans la boutique de l'usurier, le taux d'intérêt était maintenu à un niveau proche de l'ancien, car la rente était désormais considérée comme un flux industriel et non comme une faveur occasionnelle du mari. Une lettre décrit comment un chef de guilde connu a refusé de se porter garant pour un voisin qui répandait des rumeurs sur un lit sale. Après l'affichage de l'accord, la rumeur a perdu sa rentabilité et le chef de guilde a préféré ne pas se disputer avec une maison dont l'ordre était confirmé par un document officiel. La politique pesait lourdement sur le papier. Lorsque le pouvoir vacillait à Londres, les huissiers et les juges changeaient dans les comtés et à chaque fois, la correspondance devenait plus sévère. Les membres adultes de la famille s'efforçaient de faire certifier à nouveau les copies au bureau afin de ne pas dépendre de la mémoire des nouveaux fonctionnaires. Dans les lettres, cela s'appelait « mettre à jour ». Parfois, l'abus de pouvoir éclatait au grand jour. Le percepteur perdait la décision jusqu'à ce qu'il reçoive des hommages. Le shérif oubliait d'envoyer les convocations si ces hommes étaient en garnison chez le seigneur, dans l'ombre duquel se déroulait le litige. La correspondance consignait cela froidement, comme des gouttes tombant du toit. Prévoir un double, tracer à l'avance une deuxième voie de soumission, mener la conversation par l'intermédiaire de membres du clergé connus qui ont leur mot à dire au consistoire. La tactique était la même, ne pas laisser le litige sombrer dans l'anonymat, où l'honneur devient un son vide de sens et le lit un argument étranger. Les mois les plus difficiles étaient ceux où la maladie s'installait dans la maison. Les femmes adultes restaient alitées pendant des semaines après l'accouchement. Les hommes revenaient des rassemblements militaires avec des articulations enflammées. Les serviteurs s'effondraient de fatigue à cause du foin humide. Les lettres de cette époque ressemblaient à des prières comptables. Transférer une partie des paiements en nature, convaincre le meunier de moudre le grain sans attendre son tour pour le clerc, apporter de la cendre chaude à la maison pour la mettre sous le lit,
Acheter des bougies pour la nuit, pour la garde et l'écriture. Une lettre note soigneusement combien de nuits il a fallu pour faire baisser la fièvre d'une maîtresse de maison adulte et combien de bandes de tissu ont été utilisées pour les bandages. Plus bas, une ligne indique combien de pièces le prêteur sur gage a ajouté pour le retard. Ici, l'amour ressemblait à une succession de petites décisions dans lesquelles la maison ne renonçait pas à son droit à l'avenir. Payer le clerc aujourd'hui pour que le tribunal ne devienne pas demain le jouet d'autrui. Pendant ce temps, le fil conducteur, le litige sur l'héritage sous le masque de l'honneur, prenait forme. L'adversaire déposait une plainte auprès du tribunal ecclésiastique pour conduite inconvenante de sa femme, espérant ébranler sa part matrimoniale, et, au cours de la même saison, il apportait au greffe une requête visant à suspendre le transfert du terrain jusqu'à ce que la rumeur soit dissipée. La réponse fut construite comme une ronde bien réglée. Un paquet contenant les serments des témoins adultes sur les limites, une copie du contrat de mariage, l'inventaire de la dot effectivement apportée dans la maison et la confirmation des dépositaires fiduciaires quitta la maison. Les lettres montrent comment le chronomètre d'une telle défense comptait les jours. Il fallait faire en sorte que la récolte soit rentrée avant que la rente ne soit versée à un tiers. Il fallait faire en sorte que le juge soit remplacé avant que les signatures ne soient renouvelées en faveur de l'adversaire. Tout retard signifiait la perte non pas de la poésie, mais du pain. La vie urbaine se déroulait parallèlement à tout cela, comme un moulin en arrière-plan. Les guildes veillaient à la discipline. Un maître pouvait recevoir un avertissement pour avoir livré du tissu défectueux, et cette note servait ensuite de preuve que la maison bruyante dans son lit était en réalité rigoureuse dans ses affaires. Le pasteur remplissait des notes sur les dons pour les bougies et les pauvres, ce qui servait également d'argument. La maison ne se fermait pas à la communauté et ne s'était pas désintégrée à cause de scandales. Le médecin, considéré comme sévère, rédigeait de brèves notes. L'état de santé de la maîtresse de maison adulte s'est stabilisé. Il est possible de recevoir des visiteurs, ou au contraire, le calme est nécessaire et les visites des autorités judiciaires doivent être reportées. Ces certificats neutres, joints aux lettres, donnaient aux disputes une couleur réglementaire plutôt que passionnelle. Au milieu d'une année où la récolte s'annonçait maigre, la famille a fait un choix difficile, appelé paix dans les lettres. Ce n'était pas un geste généreux, mais une question de survie. Une partie de la rente était attribuée à la femme adulte par une inscription séparée, inaccessible à la garantie du mari, sans le consentement des mandataires. Le mari obtenait le droit de mener le commerce courant sans toucher au coffre et au linge de sa femme. Le morceau de terre litigieux restait en possession commune jusqu'à la délimitation selon le temps, qui devait être effectuée par un géomètre indépendant. Les parents des deux côtés s'engageaient par des sceaux à faire taire les rumeurs et à ne plus tenir publiquement de propos durs sur le lit. Le tribunal a accepté cela comme on accepte du verre sans bulle, parce que c'est moins cher pour la ville, plus sûr pour le marché et plus calme pour les voisins. À partir de là, les lettres sont devenues plus sèches. Elles ont commencé à parler du quotidien, où hier encore se livrait une bataille pour l'honneur du lit, et où aujourd'hui, le lit est à nouveau l'endroit où reposent les clés des coffres, la liste des tâches à confier au gérant et le repos à moitié insomniaque d'une maîtresse de maison adulte. Le mythe de l'époque lyrique n'a pas disparu, mais il s'est retiré là où est sa place, dans le salon devant la cheminée d'un chanteur errant. Dans les caisses, sous l'escalier, il restait une force d'un autre genre, des copies certifiées conformes de contrats, des listes de dot, des certificats de limite, des lettres au clerc et aux juges avec leurs notes avares. C'est précisément cette archive qui constitue le véritable journal intime de l'amour, de l'argent et du lit au temps présent. Elle ne montre pas les sentiments à leur apogée, mais les choix à un moment critique. Payer le clerc quand la main fait mal, afficher l'accord quand on a honte,
tenir la maison quand le tribunal n'est pas là. Et dans cette lumière terne, on comprend pourquoi la légende des chansons d'amour ne soutient pas la comparaison avec le document. Le roman perd sa voix là où l'imprimerie protège le pain. À l'été, lorsque le bureau a recompté les serrures des greniers et mis à jour les listes de garants, les lettres ont commencé à ressembler à un discret inventaire de survie. Dans un message, l'intendant adulte demande de remplacer une partie de la rente en argent par du grain et de la laine afin de ne pas toucher à la réserve de bougies et de ne pas priver le clerc de son salaire. Dans un autre, il est indiqué que les clés des coffres restent entre les mains de la maîtresse de maison et de ses mandataires et que les coffres sont inscrits dans l'inventaire comme biens non grevés par le contrat de mariage. Il est également brièvement mentionné que le lit de la chambre principale est à nouveau considéré comme paisible, c'est-à-dire apte à accueillir des invités et à héberger ceux qui sont venus signer les papiers. Il n'y a pas de poésie dans ces mots, seulement le retour à un cours normal de la vie, où le silence de la nuit protège le crédit du jour. Les rumeurs tentent encore de refaire surface, mais elles sont désormais contredites par le document affiché sur la porte de la paroisse. Une inscription séparée de la rente pour la femme, une liste des détenteurs de procuration, les serments des témoins adultes, l'accord des parties sur un géomètre indépendant. L'usurier regarde les sceaux et laisse le taux d'intérêt inchangé. Le doyen de la guilde, voyant les signatures, lève la réserve sur la livraison. Dans la lettre, qui sent la fumée et l'humidité, cela ressemble à quelques lignes sèches. La taxe a été payée en mots, les copies sont mises à jour, la paix est respectée. Ainsi, le compromis obtenu de haute lutte au tribunal transforme l'honneur en droit et ramène le lit de la salle d'audience à la maison, où il a sa place, à côté des coffres et des trousseaux de clés. Le dernier nœud est dénoué sans héroïsme. Les parties confirment par l'intermédiaire du greffe. Le terrain litigieux ne doit être hypothéqué par personne avant le partage définitif. La part matrimoniale de l'épouse sera conservée par des mandataires afin qu'aucune dette à court terme ne compromette son avenir. Les rumeurs de gestion déraisonnable seront considérées comme de la calomnie et donneront lieu à une amende. En cas de récidive, elles feront l'objet d'une plainte devant les chambres de droit commun. Le tribunal ne prononce pas de grands discours, il se contente d'apposer les signatures et les cachets dans l'ordre requis. Dans les lettres, cela sera noté par 2 lignes supplémentaires sur les frais de déplacement et les bougies, et une ligne indiquant qu'après la paix, les domestiques ont repris leur emploi du temps habituel et que la gouvernante est à nouveau responsable du linge et des draps propres, car la maison accueille à nouveau des personnes dont les signatures sont nécessaires pour le lendemain. De l'extérieur, cela est éclipsé par la grande politique. La guerre pour la couronne ne s'est pas terminée en un jour, et certains protecteurs disparaissent de la correspondance aussi soudainement qu'ils sont apparus. Mais maintenant, la famille possède quelque chose de plus solide que la grâce de quelqu'un. Une boîte contenant des copies, des serments certifiés et des mots écrits. Si demain, le juge change, le dossier est prêt. Si l'usurier tente d'augmenter la mise, une copie de l'accord avec les sceaux est accrochée à la porte. Si le voisin se souvient de l'honneur, des témoins adultes du tour des limites se trouveront sur le seuil. Ici, l'amour continue d'être non pas une chanson, mais une discipline, mettre un bol d'eau chaude près du lit quand il faut se rendre au bureau, apporter des bougies pour les pauvres à la table du pasteur quand il chuchote dans la taverne, ne pas laisser une querelle nocturne se transformer en intérêt journalier. Le mythe de l'époque lyrique est tenace, mais les documents sont plus insistants. Des liasses de lettres montrent que le mariage est un ensemble de contrats et de clés, que l'honneur est une échelle de droit sur la terre et la rente, que le lit est un indicateur de la gouvernance de la maison. Dans ces enveloppes, venues à travers la pluie et la boue, l'intimité n'est pas un soupir secret, mais un tableau des obligations remplies, qui s'est présenté au bureau, qui a amené un témoin,
qui a payé le copiste, qui a affiché les copies sur les portes. La fin n'est pas brillante, mais elle fonctionne. Le tribunal et le compromis remplacent les tribunaux de l'amour, car le marché exige de la prévisibilité et la maison exige le silence, dans lequel les draps sèchent et les papiers bruissent. Le résultat découle des décisions humaines. La maîtresse de maison adulte a conservé les clés et sa part, car jour après jour, elle a signé de petites procurations sans les confier à des oreilles indiscrètes. Le mari adulte n'a pas échangé le terrain litigieux contre un crédit à court terme, car il a accepté les mandataires. Les parents se sont portés garants pour éteindre le feu des ragots. Le juge a préféré une paix ennuyeuse à un beau conflit, car il a vu comment la rumeur détruit le crédit, et le crédit détruit le pain. Ainsi, les lettres n'ont pas laissé derrière elles une légende, mais une instruction. Comment survivre à la tempête par les mots, les sots et l'ordre obstiné, afin que l'amour, l'argent et le lit ne deviennent pas la proie d'autrui.